22 février 2020. Dans quelques heures, le cœur du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace va cesser définitivement de battre. Devant le site, les partisans de l'atome, syndicats, militants politiques, associations, élus, livrent un ultime combat. La fermeture de cette centrale marque un tournant dans la politique énergétique de la France. Quelles seront les conséquences économiques, industrielles, sociales et environnementales de cet arrêt ? Nous allons répondre dans ce documentaire auquel EDF n'a pas souhaité participer. Il faut juste savoir que EDF est quand même une entreprise publique. L'actionnaire principal et largement principal, c'est l'État, c'est le gouvernement. Donc il peut difficilement s'exprimer, si ce n'est mettre en difficulté ou s'opposer à son actionnaire principal, qu'est l'État. Si EDF s'exprimait, EDF devrait avouer que cette centrale est vieille, probablement obsolescente, qu'elle ne rapporte pas du tout économiquement ce qu'elle devrait rapporter, qu'elle n'est en bref pas utile. C'est un choix de communication qui n'est pas vraiment de la communication, puisqu'il n'y a pas de... évidemment. Comment je l'explique? Moi, je ne sais pas l'expliquer. Située au cœur du bassin économique rhénan, à proximité de l'Allemagne et de la Suisse, au bord du Grand Canal d'Alsace, la centrale nucléaire de Fessenheim cristallise depuis des années la lutte entre les pros et les anti-nucléaires. Après de nombreuses tergiversations politiques, la promesse du président Hollande de fermer Fessenheim avant la fin de son mandat a été tenue par son successeur, Emmanuel Macron. On se pose vraiment la question de savoir pourquoi on doit fermer Fessenheim. Alors que techniquement, il n'y a aucune raison de fermer Fessenheim. Les autorités le disent, personne aujourd'hui n'est capable d'expliquer, pour des raisons techniques, la fermeture de Fessenheim. Donc on a arrêté Fessenheim parce que j'ai une décision politique. On a décidé de faire un geste vis-à-vis des pressions écologistes. On est encore une fois sacrifié sur l'autel de l'environnementalisme à tout crin. Et donc, c'est qui devient une religion avec ses extrémistes et ses intégristes. Et puis donc voilà. Donc on essaye de répondre à tout ça politiquement. On essaye de se verdir. Et donc on va se retrouver assez rapidement, d'ici 2-3 ans, dans une situation assez catastrophique en termes d'approvisionnement électrique avec des blackouts annoncés. On l'arrête surtout pour donner un os à ronger aux antinucléaires en disant « le monde a changé, nous passons aux énergies renouvelables », ce qui est absolument faux en France. Fessenheim est une hérésie. C'est une centrale qui est construite en contrebas de 8 mètres du canal du Rhin, c'est-à-dire que le coup de Fukushima, non pas avec un tsunami, mais simplement avec un tremblement de terre et une rupture des digues, c'est une catastrophe absolue. Donc c'est une centrale qui aurait dû être fermée depuis très très longtemps. Nous avions un tremblement de terre ici, près de Bâle, près de Fessenheim, en 1356. Et il faut bien percevoir que la centrale n'était pas protégée contre cette sorte de tremblement de terre. Alors Fessenheim, c'est vraiment un très grand danger, un danger aussi exceptionnel pour la France à cause de cette activité sismique près du Rhin ici. C'est un danger qui a duré 40 ans d'affilée dans cette région qui est sismique. Il faut s'imaginer que pour les 2 réacteurs de Fessenheim, la radioactivité annuelle équivaut à 1600 bombes d'Hiroshima. Ça a toujours été un danger potentiel. Donc c'est un succès que pour une fois, une de ces centrales françaises soit fermée. Raccordé au réseau électrique en 1977, Fessenheim est le prototype des 19 centrales nucléaires françaises à eau pressurisée. Mais, particularité, ces réacteurs n'ont qu'une seule enceinte de confinement comme à Tchernobyl, alors que les autres centrales en ont 2.
De plus, l'épaisseur des radiers, les fondations sur lesquelles reposent les réacteurs, est de 2 mètres, alors qu'à Fukushima, elle était de 8. C'est sur ces éléments propres à Fessenheim que se focalise depuis des années l'exigence de sortie du nucléaire. J'entends dire de tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui disent que la centrale de Fessenheim, c'est une passoire, ça fuite partout, c'est une bombe, ça va nous péter, passez-moi l'expression, à la gueule. Voilà. C'est n'importe quoi. La plupart des gens qui d'ailleurs ont ces expressions-là sont des gens qui n'y connaissent rien. Sur le fonctionnement même de la centrale, il faut reconnaître qu'elle a fonctionné comme une centrale nucléaire française normale, prototype évidemment, avec ses erreurs de jeunesse, mais rendons grâce à EDF pour cela, elle a toujours été surveillée. Il est complètement faux de dire qu'on a des risques d'explosion nucléaire à Fessenheim, c'est pas vrai. Cela fait plusieurs années que la centrale de Fessenheim se distingue au sein du parc EDF par de bons résultats en matière de sûreté. Ces bons résultats s'évaluent au regard du contrôle exercé par l'ASN à partir des inspections que nous faisons. En tant que militant syndical, je ne pourrais pas continuer à aller travailler si je savais pertinemment qu'on fait n'importe quoi, qu'on mettrait potentiellement en péril la vie des gens qui vivent à proximité ou même plus loin. Il y a, et ça c'est plus récent maintenant, un risque supplémentaire, c'est le risque d'actes de malveillance. À titre d'exemple, lorsque Greenpeace s'était approché de la centrale pour projeter des messages sur la centrale, il a fallu plus d'1 quart d'heure aux gendarmes pour trouver l'origine. Donc ça veut dire qu'un acte de malveillance est tout à fait envisageable, malheureusement, et ça, c'était un problème qui n'existait pas avec une telle force dans les années 70 quand la centrale a été construite. L'arrêt des réacteurs de Fessenheim ne marque pas, loin s'en faut, la fin des risques. Ce n'est que le point de départ d'un long processus qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. Première étape, entre l'extinction des 2 réacteurs et le début effectif du démantèlement. Dans l'intervalle, que se passe-t-il ? Dès que l'installation est arrêtée, EDF va engager des opérations pour réduire le risque présenté par la centrale. Et une des premières opérations que va faire évidemment EDF, c'est d'évacuer le combustible nucléaire. Il va rejoindre une piscine dite de désactivation, c'est-à-dire que quand le réacteur s'arrête, le cœur est très très chaud et il va refroidir petit à petit, c'est très long. Et grosso modo, on peut évaluer le délai à 3 ans. Et pendant toute cette période, nous allons avoir une masse très importante de combustible qui sera en train de perdre petit à petit de la radioactivité, mais qui en aura encore beaucoup, et qui se trouvera dans une piscine qui, elle, n'est pas du tout bunkérisée. Il faut savoir que le toit de la piscine, c'est de la tôle, point. Et qu'il y a juste un aérodrome à Bremgarten, c'est-à-dire à 3 km de là. Le principal danger vient des 216 tonnes de combustible qui seront entreposées dans les piscines, puisqu'elles vont générer de la chaleur pendant plusieurs années encore. Il faut absolument éviter que les barres d'uranium usées ne soient à l'air libre. C'est ce qui s'est passé à Fukushima sur des réacteurs qui étaient arrêtés au moment du tsunami, mais dont le stockage de combustible a fini par prendre feu quelques jours plus tard, parce qu'il n'y avait plus aucun moyen de refroidissement disponible. On a vu à Fukushima l'importance de disposer d'une source d'alimentation électrique qui puisse résister en cas de séisme ou de submersion. Et c'est ainsi que l'autorité de sûreté nucléaire, en 2012, a demandé à EDF de se doter sur tous ses réacteurs de diesel d'ultime secours. Or, EDF a demandé à pouvoir être dispensé de leur mise en place sur Fessenheim en prétextant de l'arrêt de la centrale. Donc ça veut dire que si un séisme survient et qu'on se retrouve avec une submersion de la centrale, comme on n'aurait pas ces diesels d'ultime secours, le refroidissement
en continu des combustibles usés qui sont dans la piscine pourrait ne plus être assurée. Dans les 5 ans suivant la mise hors service, un accident peut quand même se produire à cause du contenu des bassins de la centrale. Le danger de radiation disparaît seulement après. C'est donc notre devoir de s'assurer que le démantèlement est bien fait selon un budget conséquent. On sait qu'EDF n'a pas beaucoup d'argent et on a peur qu'il fasse un démantèlement à coût réduit, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de la région. Le démantèlement d'une centrale nucléaire n'est pas une mince affaire. Pour exemple, le réacteur A de Chooz dans les Ardennes est arrêté depuis 1991. De retard en incident, le démontage de la cuve n'a pu commencer qu'en 2017 et la fin des travaux est prévue en 2025. Fort de l'expérience de Chooz, EDF voudrait faire de Fessenheim un modèle pour le démantèlement. L'IRSN considère que c'est important de profiter de ce démantèlement pour pouvoir analyser, ausculter dans le détail les composants de cette centrale pour éventuellement tirer des enseignements. La position de la CGT par rapport au démantèlement. On est opposé encore et toujours à la fermeture de Fessenheim pour les raisons qui sont avancées. Non, ceci dit, il y a une décision, il faut faire ce qu'il faut pour la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de démanteler cette installation en faisant le mieux et en faisant en même temps des expériences pour le démantèlement de potentiels autres réacteurs. C'est une occasion unique pour faire un projet séparé de démantèlement de ce premier réacteur et du second réacteur. Le premier réacteur pourrait nous servir de base de données pour les laboratoires, de manière à connaître le vieillissement exact de toutes les parties de ce réacteur-là, et en particulier la cuve qui a une épaisseur de 20 cm. Chaque partie de cette cuve devrait pouvoir être examinée en détail dans toute sa profondeur et dans toute la surface de la cuve. Le second réacteur, lui, il serait très bien que EDF en fasse un prototype de démantèlement commercial, que cela serve à EDF à faire un calcul réel des coûts engendrés par le démantèlement complet d'un réacteur. Quelle que soit la forme du démantèlement des réacteurs, industriels ou scientifiques, une question se pose. Que doit-on faire des installations ? Dans le plan de démantèlement qui a été récemment présenté par EDF, les fondations de la centrale ne sont pas démantelées. Et pire que cela, les gravats de béton des parties plus hautes qui ont été détruits, ils veulent les laisser également sur place dans les excavations et recouvrir le tout de à peu près 1 mètre de terre. Alors ça, c'est vraiment irresponsable par rapport aux générations futures. Et nous nous battrons pour que la centrale soit entièrement démantelée et qu'il y ait une remise au vert totale. Il ne faudrait en aucun cas que ces fondations et que ces gravats restent sur place. Effectivement, aujourd'hui, le scénario du démantèlement, c'est le scénario de retour à l'herbe. Ça veut dire on rase absolument toutes les installations aujourd'hui sur place et donc on devrait se retrouver avec un terrain totalement nu et qui pourra peut-être être réutilisé pour autre chose, mais dans 30 ans, quoi. Ne rêvons pas. On ne retournera jamais à l'herbe là où il y avait une centrale nucléaire. Ne rêvez pas, on ne pourra jamais aller faire un pique-nique là où il y avait une centrale nucléaire. Ça doit rester surveillé pendant des centaines d'années. Et je pense qu'il vaut mieux assumer peut-être nos erreurs nucléaires que tenter de les cacher. Idéalement, il vaudrait mieux laisser les centrales nucléaires sur place, là où elles sont, et simplement les recouvrir. C'est ce qu'on appelle un stockage en subsurface, de sorte à ce que les générations futures puissent continuer de suivre ce qui se passe.
À Fessenheim, c'est un peu difficile puisque la centrale se situe juste 3 mètres au-dessus de la plus grande nappe phréatique d'Europe. On ne peut pas hypothéquer sur des centaines et des centaines d'années et se dire que rien n'arrivera si la centrale reste juste au-dessus de cette nappe phréatique. Le devenir de l'installation nucléaire, à savoir la maintenir sous cocon pendant un certain temps, ce n'est pas la politique suivie par la France, qui est une politique de démantèlement immédiat, pour 2 raisons au moins. Premièrement, la présence des personnes qui connaissent l'installation sur place, pour évidemment bénéficier de leur savoir-faire et de leurs connaissances pour faciliter le démantèlement. Puis deuxièmement, les outils. Pour faire du démantèlement, vous avez besoin par exemple d'utiliser des ponts roulants qui sont sur place. Si vous attendez trop longtemps, ces ponts roulants, ils vont devenir obsolètes. Donc ça, c'est les raisons qui poussent à engager ce démantèlement immédiat, qui, je le rappelle, est la politique suivie en France aujourd'hui. Le démantèlement, c'est quoi? C'est aller dans une centrale, découper les morceaux les plus radioactifs, réacteurs, générateurs, circuits primaires, et disséminer cette radioactivité un peu partout en France, à La Hague, à Morvilliers, à Soulaine, à Bure, que sais-je, au lieu de les laisser sur place et de le surveiller. Au risque de dissémination s'ajoute une double interrogation. Est-on capable en France, 1, de démonter une installation de type Fessenheim, 2, d'évaluer exactement son coût? On sait faire le démantèlement. Les Américains l'ont fait sur un certain nombre de réacteurs et ça a été terminé. Et les Allemands sont en train de le faire. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas une industrie du retraitement, alors qu'aux États-Unis et en Allemagne, il y a des entreprises qui se sont spécialisées sur le retraitement. J'ai vu qu'il y avait un accord qui vient de sortir entre EDF et Veolia pour faire du démantèlement. Je ne suis pas sûr du tout que l'un et l'autre soient compétents sur cette question. Alors là où le bas blesse à nouveau en France, c'est qu'EDF dit le démantèlement d'une tranche de 1000 MW à peu près, ou 900, 1100, c'est 350 à 400 millions. Bon. En Allemagne, le même réacteur, en train d'être démantelé, donc avec un budget, on sait le coût du démantèlement, ils disent entre 1 milliard et 1,2 milliard. Et donc dans les comptes, EDF fait des provisions qui correspondent à son coût à elle. Mais le jour où ça va se poser, une fois de plus, le risque, c'est de demander à l'État de donner un coup de main, parce que quand même, le démantèlement n'est pas forcément plus difficile en France qu'ailleurs, mais probablement aussi cher qu'ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça soit beaucoup plus cher en Allemagne. Donc EDF affiche aujourd'hui un planning du démantèlement qui prévoit donc 5 années que l'on appelle préalables au démantèlement, qui sont les années pendant lesquelles le combustible est évacué et le décret est instruit, suivi de 15 années de démantèlement à proprement parler. Si l'on regarde le retour d'expérience, qu'il soit international pour des sites comparables à celui de Fessenheim ou plus local à partir de ce qu'on connaît du démantèlement du réacteur de Chaux dans les Ardennes, qui est d'une technologie proche, l'objectif de 15 ans ne paraît pas irréaliste et il appartiendra à EDF de mettre en œuvre les chantiers du démantèlement pour réussir à tenir cet objectif. De gigantesques profits ont été réalisés grâce au nucléaire. Il est normal qu'une part soit réinvestie dans un démantèlement efficace. Il faut des solutions contractualisées qui prennent en compte les populations des zones concernées par la radioactivité, mais aussi les employés chargés du démantèlement des centrales. C'est un travail titanesque durant lequel d'autres problèmes vont surgir. Il y a un enjeu en matière de radioprotection pour les travailleurs. Il est peu probable que ces enjeux-là soient susceptibles de toucher le public. C'est néanmoins encore envisageable, par exemple, en cas d'incendie majeur de l'installation qui conduirait à la dissémination de ce qu'il contient. Donc, il y a encore un certain nombre de choses à contrôler et à maîtriser du point de vue radiologique. On va continuer à se retrouver ici tous les lundis, jusqu'à ce que les 2 réacteurs aient disparu.
Et même si l'organisation n'est pas encore clairement définie, nous allons également suivre de très près le démantèlement. Il est important de veiller à ce que rien n'arrive pendant cette longue période. Le démontage prend du temps, tout comme le refroidissement du combustible qui n'est pas transportable à chaud. C'est très important. Cette mobilisation en Allemagne, mais aussi en France, existe de longue date. Elle remonte à la fin des années 60, lorsqu'un projet de centrale nucléaire à Fessenheim prend forme. L'Alsace est une région de culture germanique, donc une culture associative et de défense de l'environnement. Ça n'est pas un hasard si le premier mouvement antinucléaire français est né en 1970. On peut même dire que l'écologie est née en 1970 en Alsace, l'écologie politique bien sûr. Donc cette centrale, depuis le début, était sous le feu de ceux qui sont devenus les antinucléaires. Et puis le mouvement ne s'est jamais affaibli. La démarche a toujours été la même. Collecte de l'information, recherche de dialogue avec les autorités, préfectures, maires, conseillers généraux, etc., etc. Généralement, c'était le refus, pétition, conférence dans le public, pour le public, manifestation à répétition et finalement, occupation. Très vite s'est instaurée une coopération transfrontalière. À l'époque, il y avait aussi des projets de construction de centrales nucléaires du côté allemand. Mais du côté allemand, il y avait des manifestations, des protestations pendant des mois qui étaient aussi efficaces que finalement, on n'a pas construit ces centrales près de la frontière. Donc le cible de la protestation, du mouvement protestataire en Allemagne était finalement Fessenheim qui a été construite, qui était un fait. La France est quand même très mal perçue parce que nous avons collé nos centrales nucléaires aux frontières avec aucune considération pour nos voisins. La Suisse avait toujours peur de Fessenheim parce qu'il y a souvent le vent de l'ouest. Alors s'il y avait un accident, la probabilité que nous serons touchés de la radioactivité était assez grande. Et pour ça, la résistance est devenue plus forte. Si la centrale de Fessenheim a ses détracteurs, elle a aussi ses adeptes, qui vivent sur le dogme du nucléaire sûr, propre et peu cher. Nombre de ces partisans vivent dans le village de Fessenheim, dont les ressources, grâce aux impôts versés par EDF, sont 8 fois supérieures à celles des autres communes équivalentes en France. Les employés du nucléaire ou de ses sous-traitants représentent un quart de la population. La situation de Fessenheim révèle donc toute l'ambiguïté d'une filière qui a longtemps été un filon et qui devient un fardeau. Une centrale nucléaire génère énormément de retombées fiscales. Pour être concret, pour la commune et son intercommunalité, puisque aujourd'hui c'est l'intercommunalité qui encaisse toute la partie fiscale, c'est 6,3 millions d'euros. La catastrophe de Fessenheim, c'est qu'on va arrêter 2 réacteurs sans aucune reconversion du site et sans nouvelle implantation industrielle, sans emploi nouveau et surtout en laissant les collectivités sur la paille. Au niveau social, au niveau de l'emploi, pour les gens d'EDF, pour les agents d'EDF, ça se passe, il n'y aura pas de gros problèmes en fait. Pour les sous-traitants, ils iront travailler dans d'autres centrales. Leur carnet de commandes, je pense, ne va pas faiblir.
Reste l'ensemble des périphériques, ceux qui apportaient des services pour l'emploi, pour la population. La population va diminuer. Sur ce site, il y a des gens qui avaient envisagé de faire toute une carrière professionnelle. Hein. Ils s'étaient dit, je viens là, je travaille là, ça me plaît bien, c'est un métier qui me plaît, je suis d'ici, je vais y rester, ou je viens ici et je vais y rester. Et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a une mise à l'arrêt anticipée, qui n'est pas justifiée techniquement, et donc forcément qu'ils ne comprennent pas. Et donc il y a l'accompagnement social qui se met en place, qui s'est mis en place pour les prestataires ou les agents EDF. Donc c'est de l'aide à la reconversion, c'est de l'aide à retrouver des emplois, enfin voilà, c'est ce genre de choses-là. On peut très bien imaginer que des gens qui travaillent actuellement dans les centrales, on les forme aux énergies renouvelables. C'est tout à fait envisageable. Ce sont des gens très compétents qui sont tout à fait capables de prendre ce virage. Faut-il qu'il y ait une volonté de la direction d'EDF d'aller dans ce sens-là? On peut se servir des installations comme un lieu de formation pour former nos électriciens, mais aussi les électriciens d'autres industriels. C'est aussi une force d'action rapide du nucléaire européenne, qui soit capable d'intervenir sur n'importe quelle centrale nucléaire ou sur n'importe quel lieu technologique pour lui porter assistance en cas d'inondation, de feu, de perte de contrôle des installations et de venir les aider avec des moyens. La deuxième chose, c'est ce que pour la CGT, c'est un technosonde qui permettra de retraiter une partie, toute ou partie, des gros composants, des déchets qui viendront de la centrale. Parlons-en de ce technocentre. Il s'agit en fait, sous ce mot passe-partout, de recycler une grande partie des tonnes et des tonnes d'acier que va produire le désossage de la centrale. C'est une industrie qui consiste à refondre les aciers irradiés venant de toutes les centrales nucléaires en démantèlement dans l'Europe pour séparer en deux, avoir d'un côté des aciers très radioactifs et d'un autre côté des aciers moins radioactifs. Moins radioactifs, mais toujours radioactifs. Pourquoi veulent-ils faire ça? Premièrement, parce que c'est un marché. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne savent plus quoi faire des déchets nucléaires. Et au jour d'aujourd'hui, la législation française, qui de ce point de vue-là est d'ailleurs en avance sur d'autres législations européennes, la législation française considère que tout ce qui sort d'une centrale nucléaire doit être considéré comme un déchet. Mais des déchets, on en a jusque-là. On ne sait plus où aller en France avec les déchets nucléaires. Et donc, EDF essaye de trouver des solutions. EDF et un certain nombre de gens disent qu'il faut admettre un seuil, c'est-à-dire que si c'est en dessous de tel niveau de radioactivité, il faut pouvoir les banaliser. Mais le gros problème que ça pose, c'est justement, une fois que vous avez autorisé certains matériaux à être banalisés, c'est pratiquement impossible d'assurer le suivi. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir chez vous une poêle à frire qui répond à des seuils de libération, donc très faiblement radioactive. Et puis votre table basse de salon qui répond elle aussi. Et puis votre lampadaire qui répond lui aussi. Et puis vos couverts en acier qui répondent eux aussi. Mais la somme de ces choses qui répondent eux aussi, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Quand on fond des tôles, si la radioactivité qui est dedans repasse en surface pour faire une voiture sur des tôles fines, rien n'exclut qu'on se retrouve avec du cobalt-60 à un moment donné à la surface. Donc c'est quand même quelque chose qui peut prêter à critique. En revanche, l'idée de les fondre pour les compacter serait peut-être intéressante, ou alors de les découper en suffisamment petits morceaux pour qu'ils occupent moins de volume. Il y a également les déchets plus radioactifs, des cuves en particulier, des couvercles et des tubulures primaires qui sont des déchets de moyenne activité, et ceux-là, il va bien falloir les réduire aussi et les stocker, et je le souhaite entreposer en surface pour contrôle dans les décennies, voire siècles à venir.
On a affaire à des déchets dont le stockage ne doit pas tenir 1000 ans, mais bien plus longtemps. C'est un chiffre dont on ne se rend pas compte. Il est inimaginable d'avoir pensé que c'était une bonne idée d'exploiter le nucléaire pendant quelques dizaines d'années pour laisser derrière un problème gigantesque pour l'humanité. C'est la première fois qu'on dit que la science est incapable de résoudre un problème. Alors c'est un argument qui, moi, me paraît très, très fort parce que la science nucléaire a à peu près 80 ans, moins d'un siècle. On sait qu'on peut donner 300 ans à la science puisque pendant au moins 300 ans, il faut surveiller les autres stockages, ceux qui sont considérés comme définitifs. Donc si on donne à nos savants 300 ans, est-ce que ça sera réussi? On ne sait pas, mais c'est complètement idiot, franchement idiot, de les mettre à 500 mètres, les plus radioactifs, de boucher, et peut-être que dans 50 ans, on dira, mais écoutez, c'était stupide, parce que voilà, on peut en faire quelque chose, on peut même en utiliser certains. La gestion des déchets, leur coût de stockage, leur sécurité sur des échelles de temps très longs sont difficiles à évaluer. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le parc nucléaire vieillissant subit de plus en plus d'incidents. Ils vont des fuites ordinaires à des dysfonctionnements plus graves qui nécessitent des interventions d'urgence. Dans ce cas, l'autorité de sûreté nucléaire ordonne l'arrêt des réacteurs, définit les travaux à effectuer et c'est elle seule qui délivre l'autorisation de redémarrer. Qu'en est-il à Fessenheim? Je n'ai pas eu connaissance d'un incident majeur à Fessenheim ces dernières années. C'était toujours des incidents assez mineurs. Il y a eu plusieurs incidents majeurs à Fessenheim. Je citerai le plus important, c'était il y a une dizaine d'années. Il y a eu des résines qui sont venues colmater les prises d'eau. Et il y a eu le début d'une perte de refroidissement. Il a fallu mobiliser la cellule de crise nationale avec 30 à 40 techniciens qui ont dû travailler sur cette affaire parce que on a frisé l'accident majeur. Vous vous souvenez de ça? Pas clairement, mais si vous le dites, c'est que c'est vrai. Ouais. Donc c'est un incident... Oui, un incident de perte de refroidissement, c'est toujours un incident sérieux, oui. Oui, ça c'est les mauvais angles, c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est les antinucléaires qui ne sont pas une info exprès, donc ils rebondissent sur ces petits événements qui arrivent dans tout outil industriel, en développant ce sentiment d'insécurité qui est totalement infondé. Et la preuve, le gendarme du nucléaire invalide la plupart de leurs arguments. On a fait l'étude de tous les incidents qui avait pu avoir lieu à Fessenheim depuis le début de la centrale, donc en 1977. On s'aperçoit que, au début, ce sont essentiellement des incidents de matériel. Ensuite, on a une période de ce qu'on appelle des erreurs humaines, qui ne sont pas des erreurs humaines. C'est simplement parce que la complexité a été telle que les indications de maintenance changent au fil du temps et que les gens ne s'y retrouvent plus. Et puis on s'aperçoit d'un excès de confiance qui fait que ces dernières années, ces derniers 10 ou 15 ans, la plupart des incidents affectent des organes de sécurité de la centrale. Pas la partie nucléaire en tant que telle, qui est très bien surveillée, mais la partie système de secours, alarme, etc., etc. Ce qui fait que la centrale de Fessenheim, comme l'ensemble, je pense, des centrales françaises, compte tenu de leur âge, de la formation des gens et d'un excès de confiance, sont peut-être sûrs, mais en cas d'accident majeur, personne ne sait comment elles pourraient résister. Ces dernières années, Fessenheim a accumulé les arrêts de réacteurs. Le plus long a duré 2 ans. Entre 2016 et 2018, le réacteur numéro 2 a été stoppé par l'autorité de sûreté nucléaire. Fessenheim, comme l'ensemble du parc français, était victime du scandale Areva des forges du Creusot. Des dossiers de fabrication étaient falsifiés. Ça veut dire qu'on a un nombre très important de pièces qui ne présentent pas les caractéristiques initialement requises lors de leur fabrication. Ça pose la question de la tenue
de ces pièces au vieillissement, dans la perspective où EDF souhaite prolonger la durée de fonctionnement de ses réacteurs au-delà de 50 ans, et également du cumul, c'est-à-dire que peut-être pris individuellement, telle ou telle anomalie ne serait pas si grave, mais si elle se cumule avec d'autres, eh bien dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas une baisse très importante de la résistance des composants en question? Quand il y a trop de carbone dans l'acier, le risque de ce qu'on appelle la rupture fragile augmente dans cet acier. Et donc une des exigences que l'IRSN a recommandé à l'ASN, c'est de faire en sorte que les refroidissements et les réchauffements sur le réacteur de Fessenheim ne soient pas trop rapides. Donc le réacteur avait été autorisé à poursuivre son exploitation, mais avec des contraintes de fonctionnement pour maintenir le niveau de sûreté nécessaire. Il peut y avoir des situations accidentelles dans lesquelles on doit refroidir ce générateur de vapeur et donc l'acier devient cassant. Ça veut dire qu'il se rompt comme du verre, si vous voulez. Et ça, c'est le risque d'accident majeur qu'il faut absolument éviter. La centrale de Fessenheim arrêtée, il reste en France 56 réacteurs en activité. Le président Macron a annoncé la fermeture de 12 d'entre eux d'ici 2035. Ils auront donc tous fonctionné plus de 40 ans, et certains près de 50 ans. Qu'en sera-t-il des 22 réacteurs de 900 MW restants? Sont-ils tous destinés à être exploités durant un demi-siècle? Récemment, l'autorité de sûreté nucléaire nous a interrogés pour connaître notre position sur la prolongation de 40 à 50 ans des cuves des réacteurs de 900 MW. Au vu des analyses techniques que nous faisons, notamment des analyses métallurgiques, l'examen des résultats transmis par EDF, nous avons considéré que pour les réacteurs de Tricastin et Bugey, cette prolongation de 10 ans était possible, que sur les autres réacteurs, EDF devait apporter des éléments complémentaires pour conforter sa démonstration. Je rappelle qu'EDF est le responsable de la sûreté, c'est lui qui doit justifier que ces installations peuvent continuer à fonctionner. Alors, le réacteur, c'est la seule pièce qu'on ne peut pas changer sur une centrale. Le problème, c'est que ce sont des aciers bien sûr spéciaux, que le nucléaire est une industrie jeune, une cinquantaine d'années, et qu'on n'a pas l'expérience de savoir comment cet acier vieillit. On sait que le métal vieillit, on sait qu'il se fragilise, on ne sait pas très bien à quelle vitesse il se fragilise, on ne sait pas très bien si cette courbe va être gentille ou va s'accélérer avec le temps, on n'a aucune idée. Quand on travaille dans une centrale nucléaire en France, on sait que tous les ans et demi à peu près, il y a un arrêt de tranche, que lors de cet arrêt de tranche, il y a des inspections, et que si les contrôles qui sont faits sur les matériels sont bons, eh ben on redémarrera pour un nouveau cycle d'exploitation d'une année et demie. Donc on sait que tous les ans, ça peut s'arrêter. Mais sauf qu'il se trouve qu'on a probablement mieux exploité nos centrales que ce qu'on ne le pensait peut-être au départ, et que nos matériels, nos composants ont beaucoup mieux vieilli que ce qu'on ne pensait. Oui, les centrales pourraient, si on le voulait, continuer pendant encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, en rentrant dans des zones grises. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien ce qui peut se passer. C'est pour ça que je vous dis, dès le moment où on dépasse les 40 ans, la zone est grise. On pourrait l'appeler rouge, on pourrait l'appeler noir. En tout cas, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Je pense qu'il n'est pas prudent, effectivement, de prétendre qu'on puisse prolonger les 900 MW au-delà des 40 ans. En revanche, pour les autres paliers de 1300, 1500 MW, c'est davantage envisageable puisque les aciers sont moins irradiés pour une même durée. Une question se pose à propos des 12 autres réacteurs promis à l'arrêt dans les années à venir. L'entreprise EDF bénéficiera-t-elle des mêmes conditions financières que celles qu'elle a obtenues pour Fessenheim? EDF a réussi à obtenir le jackpot en négociant la fermeture de Fessenheim avec l'État. EDF espère l'obtenir pour tous les autres réacteurs nucléaires français. EDF met en avant que sa centrale pouvait encore fonctionner 10 ans, 15 ans, et donc qu'il y a un manque à gagner, puisque centrale amortie, une marge importante,
Et donc, l'État s'est engagé de compenser cette marge à EDF parce que cette centrale est arrêtée d'une manière prématurée. EDF a pu négocier de toucher d'un côté une indemnité d'environ 400 millions d'euros pour couvrir différents frais de démantèlement, de reconversion du personnel et autres. Le problème, c'est que ces sommes-là, normalement, une bonne partie d'entre elles, notamment les frais de démantèlement, tout ce qui relève de la gestion de long terme, auraient déjà dû être provisionnées par EDF. C'est-à-dire qu'on est en train d'indemniser EDF pour des sommes qu'elle aurait déjà dû provisionner. Par ailleurs, EDF a pu obtenir d'être dédommagée sur la base du postulat que Fessenheim aurait pu continuer à fonctionner jusqu'en 2041, c'est-à-dire jusqu'à plus de 60 ans. Aujourd'hui, les indemnités de Fessenheim, c'est faisons comme si cette centrale pouvait encore fonctionner parfaitement, sans frais, sans maintenance, sans incident, pendant encore 20 ans, à fond les manettes, si je puis dire, et on va se payer avec ça. En fait, c'est une aide d'État qui est déguisée. Il faut comprendre que l'Union européenne a interdit désormais à la France de donner des aides d'État au nucléaire, et donc de favoriser le nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Donc il faut trouver des stratégies de contournement. Cette indemnité, qui n'est pas due en réalité, est une stratégie de contournement pour permettre à l'État français d'aider EDF, qui est dans une situation financière absolument calamiteuse. Il est normal qu'un industriel, comme les autres, avec l'ouverture du capital, on a voulu faire entrer EDF dans le monde des industriels normaux, ne pas le garder dans un giron public. Donc c'est normal que l'industriel se dise, moi j'avais projeté d'exploiter cette installation pendant encore X années, c'est normal qu'on l'indemnise de ce manque à gagner. N'oublions pas quand même qu'une centrale nucléaire, c'est une machine à faire entre guillemets de l'argent. Une centrale nucléaire, c'est près d'1 million d'euros de bénéfices nets par jour d'exploitation. On a ici un exploitant qui demande le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qui obtient de ne pas réaliser certains travaux de sûreté qui auraient été requis pour poursuivre le fonctionnement des réacteurs et qui, dans le même temps, demande une indemnisation en postulant que ces réacteurs auraient pu continuer à fonctionner 20 ans de plus. Pour moi, ça correspond à une seule chose. Ça va servir à l'État, qui va dire on ne peut pas continuer à fermer des centrales, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens. Effectivement, à Fessenheim, si l'on met en balance les coûts d'exploitation, d'entretien, de démantèlement, avec ce que rapporte financièrement la centrale à EDF, le compte apparemment n'y est pas. En prenant comme exemple des affirmations de Sarkozy quand il était à campagne, de M. Fillon, Premier ministre, de mon député, des maires de Fessenheim, des salariés de la centrale, ils affirment tous que Fessenheim est une machine à cash, que c'était 400 millions, 500 millions, jusqu'à 600 millions de bénéfices par an. Ça, c'était leur affirmation. Par contre, si on rapproche les chiffres, donc ça, c'est le rapport d'activité de 2018, le bénéfice de l'ensemble du groupe est de 1,17 milliard. Or, Fessenheim, qui produit moins de 2% de l'électricité française, comment peuvent-ils arriver à faire jusqu'à la moitié du bénéfice d'EDF monde? C'est incroyable. Donc ça dit bien que ces gens-là, tous ces gens-là que j'ai évoqués avant, confondent volontairement le chiffre d'affaires et le bénéfice. Cette centrale était prévue pour être rentabilisée au bout de 30 ans. Une étude par une agence d'État a montré que la rentabilité de la centrale allait probablement aller jusqu'à l'extinction de la centrale. Le problème, c'est que dès qu'on veut changer des pièces importantes, ça coûte cher. Par exemple, on a changé à Fessenheim les 6 générateurs de vapeur à 100 millions d'euros pièce, ça fait une somme.
Et si on compte qu'il faut 6 mois pour le faire, vous vous rendez compte que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. C'est vrai, les sociétés allemandes et suisses ont participé à la construction de la centrale. C'était l'euphorie des années 60. Il s'avère que c'était une erreur. Ces deux pays recevaient gratuitement de l'électricité en contrepartie des investissements faits au départ et puis des sommes que ces pays apportaient pour la maintenance. Eh bien, ils se sont retirés de ce contrat parce que ce contrat n'était plus intéressant pour ces pays. Les sociétés suisses, ils ont fait des corrections de valorisation. Nous avons bien vu dans les bilans que Fessenheim ne fait plus de profit mais fait des pertes. Et pour ça, ils voulaient bien se retirer parce qu'il y avait sur le marché ouvert européen, il y avait l'énergie éolienne qui était moins chère. On pouvait acheter, disons, d'une façon moins chère et on a perdu l'intérêt en France. La Suisse a toujours acheté l'électricité, mais c'était la France qui était responsable des déchets et du démantèlement. Alors les Suisses pouvaient se retirer sans des vrais coûts. Bien que l'Allemagne et la Suisse se soient retirées du contrat Fessenheim, la France reste largement exportatrice en électricité. Et en 2020, le nucléaire représente encore 70% du mix énergétique de notre pays. Pendant ce temps, certains de nos voisins ont d'ores et déjà renoncé à cette énergie, malgré son faible impact en CO2. On continue à avoir des articles pour dire que le modèle allemand est catastrophique, ce qui est une crétinerie absolue. Certes, le modèle allemand a utilisé le charbon, il l'utilise de moins en moins. Cette année, le renouvelable est passé devant le charbon en Allemagne. Ça va continuer. Qui est-ce qui va avoir les industries du renouvelable? C'est l'Allemagne. Qui est-ce qui a les industries de l'efficacité énergétique? C'est l'Allemagne. Et qui est-ce qui a l'industrie qui, je dirais, est celle du XXe siècle? C'est la France. Cherchez l'erreur. Au moment de l'arrêt des premières centrales nucléaires, le nucléaire prenait 20% du mix énergétique en Allemagne. En France, on est très loin de ça. Donc, le processus d'une sortie, en fait, d'une potentielle sortie, sera beaucoup plus compliqué qu'en Allemagne. Le mouvement antinucléaire en Suisse était très important toujours. On a arrêté les nucléaires, on a planifié 12, on a réalisé 5 et on va les fermer maintenant. Bien sûr qu'on était aussi très actifs en développant les renouvelables. Et comme ça, on a maintenant la base pour changer les technologies vers des technologies moins dangereuses. L'électricité éolienne ou solaire est moins chère par rapport à l'électricité nucléaire et beaucoup plus sûre. Cela pose une question pour le futur. Pourquoi opter pour des technologies instables et menaçantes plutôt que pour la sécurité et l'économie? Et c'est pour ça qu'au niveau mondial, le nucléaire a atteint son sommet dans la production d'électricité en 1986 ou quelque chose comme ça. 18%. C'était à égalité avec l'hydraulique à l'époque. On est à 10%. Les énergies renouvelables sont au double. Et elles augmentent, alors que le nucléaire est à peu près mondial au niveau à peu près stationnaire. Donc là, je pense que le nucléaire aura vécu un petit siècle. Bon, et puis il se terminera par la combinaison des risques et des coûts. La presque totalité des réacteurs vont fonctionner jusqu'à 50 ans. Et au lieu de pouvoir avoir un pilotage fin de la politique énergétique en disant, eh bien, on part du principe que chaque année, on ferme tant de réacteurs et comme ça, c'est une fermeture progressive qui permet d'anticiper, qui permet de lisser, eh bien, on aura des fermetures qui seront imminentes et qui seront brutales et qui vont survenir tout en même temps et tardivement parce que, tout simplement, les réacteurs auront atteint leurs limites. Le nucléaire, ça sera forcément une impasse morale, une impasse politique et probablement une impasse pire que celle-là, parce qu'un jour ou l'autre, si on développe le nucléaire, se posera le problème de l'approvisionnement en uranium.
Et à partir de là, on va passer dans une politique dure, de type colonialisme, de type guerre, et ça ne risque pas de s'arranger. Et pourtant, EDF persiste et signe. Malgré les déboires économiques, industriels et financiers de la centrale EPR de Flamanville dans la Manche, dont le coût initial de 3 milliards d'euros est passé à 12, elle projette la construction de nouveaux EPR dits simplifiés sur des sites nucléaires encore en exploitation. Le vrai sujet, pour moi, c'est de ne pas en faire de nouvelles. Parce qu'en faire de nouvelles, ça veut dire qu'on repart pour 60 ans. Parce que les EPR, ça va être 60 ans. Et notre pays a tout, c'est ça qui est le plus insupportable. Nous sommes un des pays européens qui a le plus de capacité en renouvelable. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde. Il y a 7 types d'énergie maritime. Nous avons du vent, nous avons du soleil, nous avons de la géothermie, nous avons de la biomasse, on a tout ce qu'il faut. Et l'ADEME l'a fait pour avoir un scénario à 100% de renouvelables en 2050. Et le lobby nucléaire est en train d'essayer de tuer cette possibilité qui serait un atout formidable à la fois économique et écologique pour la France. On s'est embarqué dans une aventure dont on ne maîtrisait certainement pas tous les aspects. Mais on avait tellement confiance que ça ne pouvait que bien se passer. Et aujourd'hui, il ne faut pas demander aux techniciens et aux scientifiques d'arrêter le nucléaire. Ils en sont incapables. Il faut demander à la société de leur dire « Maintenant, vous avez joué avec vos trucs, vous nous avez bien servi, maintenant on passe à autre chose. S'il vous plaît, trouvez-nous autre chose. » Et les scientifiques, les technologiques ont déjà tout trouvé ce qu'il faut, l'énergie renouvelable. C'est une évidence.